avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un événement un peu particulier qui est l'une des suites concrètes du rapport de la SIAZ et de toutes les mesures qui ont été prises dans l'Église en France depuis 2016 pour la protection des mineurs. Il s'agit d'un protocole que vous avez signé en personne avec la procureure de Châlons, un protocole de partenariat entre le diocèse de Châlons et le parquet de Châlons-en-Champagne. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes lignes de ce texte ? Oui, peut-être la genèse aussi de cette signature d'un protocole avec le parquet de Châlons, pour dire qu'avant même la publication du rapport de la SIAZ, il y avait environ une quinzaine de diocèses qui avaient déjà signé de tels protocoles. Et le président de la SIAZ a relevé que c'était une démarche remarquable et qu'il fallait, il recommandait en tout cas dans son rapport, de l'étendre à tous les diocèses et donc à tous les parquets de France. Je me suis moi-même empressé de contacter Madame la procureure de la République à mon retour de Lourdes au mois de novembre, et le rendez-vous avait été pris pour ce mois de janvier, ce début du mois de janvier. Et cela nous a laissé le temps d'étudier les modèles qui existaient déjà, les textes, et donc nous avons abouti à ce protocole que nous avons signé. Dans les grandes lignes, c'est un texte qui vise à manifester très concrètement le partenariat entre le diocèse de Châlons, représenté par l'évêque, et le parquet de Châlons, représenté par la procureure de la République, pour rendre plus fluides les procédures et le suivi des signalements lorsqu'ils sont faits par l'autorité diocésaine. Cela implique des modalités de signalement et un retour fait par le parquet auprès du diocèse. Et puis nous avons envisagé et évoqué aussi des actions de sensibilisation ou d'information à un rythme non défini, mais selon aussi les besoins et l'actualité. Alors, l'Église catholique est présente, je crois, dans environ 180 pays et territoires. Elle a un droit supranational qui s'articule localement avec le droit national. Comment est-ce qu'on fait coïncider le droit français et le code de droit canonique ? Alors, c'est surtout le régime de séparation des églises et de l'État qu'il est bon d'évoquer ici. Si nous sommes catholiques et membres de l'Église catholique, nous sommes les fidèles baptisés, en tout cas catholiques, sont tous, y compris l'évêque, soumis au droit canonique, le droit de l'Église. Cependant, ils ne sont pas exemptés d'obéir et de suivre le droit de leur pays, parce qu'ils sont citoyens. Donc nous sommes français et catholiques soumis au droit français, et donc toutes les procédures, en tout cas en matière pénale, en particulier dans ce domaine, toutes les procédures doivent être respectées et nous les respectons. L'idée, c'est de rendre, lorsque des faits sont signalés à l'autorité diocésaine, que ceux-ci puissent être donc signalés le plus rapidement possible au parquet, afin que les demandes d'information, les enquêtes éventuelles, le classement sans suite puissent être prononcés et ainsi signifiés, exprimés de façon très rapide et fluide à l'autorité diocésaine, qui ensuite est amenée à prendre des décisions selon le droit canonique. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'une des enquêtes demandées par la SIAZ, réalisée par l'INSERM, qui interroge des personnes sur la période 1950-2020, de tous âges, de tous milieux, qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. 5% des cas donnent lieu à un signalement. 5%. Un tiers, les proches ou la famille recommandent à l'enfant de se taire. Un tiers, c'est géré plus ou moins en interne de l'institution, etc. C'est-à-dire que cette exception de signalement va devenir la règle. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Et avant même la signature de ce protocole, je l'ai moi-même appliqué à chaque fois que j'ai eu connaissance de faits sur lesquels il me semblait nécessaire de poursuivre l'investigation, après les premières recherches d'informations que j'avais pu faire. Mais c'est la règle, c'est la loi. Et c'est non seulement la loi française, aujourd'hui, mais c'est la loi canonique. Donc il n'y a pas de... Lorsque le pape François parle de tolérance zéro, tous les évêques s'y sont engagés.
Donc, effectivement, le système a failli par le passé, et il ne m'appartient pas de porter là un jugement sur telle ou telle personne ou autorité dans l'Église, mais le système a failli. Les évêques de France l'ont reconnu de façon très grave et solennelle début novembre, et cela exprime par le fait même leur détermination totale à faire en sorte que, effectivement, le signalement, ce soit la règle dans tous les cas. Et donc je précise qu'il s'agit de signaler au parquet des faits, simplement des faits, sans que l'évêque soit habilité à prononcer quelque appréciation que ce soit, mais signaler des faits qui lui sont rapportés, soit par une personne victime, soit par un auteur d'abus sur mineur ou personne vulnérable. Il ne faut pas oublier les personnes vulnérables. Et il signale des faits, à travers ce protocole, donc, il sera dans ce dialogue permanent avec le parquet, à même de prendre les décisions adéquates pour accompagner les personnes, soit qu'elles soient des personnes victimes, soit qu'elles soient personnes auteurs d'abus. Et donc, il s'agit pour les personnes qui peuvent être incriminées, il s'agit non seulement d'ecclésiastiques, c'est-à-dire de prêtres, diacres ou religieux, religieuses, mais aussi du personnel travaillant dans le cadre de l'Église ou de bénévoles qui assurent un service, une mission dans le cadre de l'Église, y compris dans les écoles catholiques qui sont sous la responsabilité de l'évêque. Donc vous voyez, le champ est assez large et il faut bien que chacun ait conscience que si le système a failli, il ne faillira plus. Et alors, Madame Mahuzier, donc la procureure de la République de Châlons l'a rappelé au cours de l'entretien qui a précédé et suivi la signature d'ailleurs, la manifestation de la vérité, c'est le travail de la justice. C'est le travail de la justice, mais cet objectif qui est celui du parquet, Madame la procureure l'a bien rappelé en effet, cet objectif qui est celui du parquet rejoint l'âme de l'Église, qui est de servir la vérité. La vérité. Et donc, cette recherche de la vérité, c'est le travail de la justice, c'est pas à l'évêque de faire l'enquête, c'est pas à l'évêque de faire le gendarme ou le procureur, mais il s'engage à signaler des faits, sur vraiment un plan purement factuel. Voilà ce qui m'a été rapporté. Je ne sais pas, je vous le dis. Et la recherche de la vérité va avec le souci de la protection des personnes. Et là encore, et pourtant dans ce régime de séparation des églises et de l'État, et donc de laïcité, la justice est laïque en France, mais les objectifs convergent. C'est-à-dire que le parquet, la justice en France, a le souci, et elle agit, elle décide, avec le souci de protéger les personnes victimes en particulier, tout en respectant les personnes coupables. Mais nous-mêmes dans l'Église, c'est le même objectif, et c'est d'ailleurs cela qui nous a guidés, c'est le fait d'écouter la parole des victimes qui nous a permis aussi, je dois le dire, de progresser de façon très très nette dans la prise de décision, et dans la prise de conscience et la prise de décision dans tous nos engagements. Et la justice française a un peu fait le même chemin, puisque, par exemple, il a été rappelé aussi qu'elle communique plus facilement sur la réalité d'affaires et de condamnation, allant au-delà de ce qui est strictement, on va dire, nécessaire, parce que, on va dire qu'à une certaine époque, des personnes pouvaient se rendre coupables d'abus sexuels, être condamnées, et puis rien n'obligeait à ce que ça se sache, et ils pouvaient aller 10 km plus loin, s'engager dans un mouvement de jeunesse ou autre. Bien ça, sûr. maintenant, c'est terminé. Voilà. Le code pénal autorise le parquet, le procureur ou la procureure de la République, ici à Châlons, a beaucoup de latitude pour communiquer, y compris dans les conférences de presse. Enfin, ce qu'elle doit communiquer au public, elle le fait. Ce qu'elle doit communiquer à une autorité comme l'autorité diocésaine, elle le fait. Moi-même, il m'est arrivé il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, d'avoir accès au procès-verbal d'une audition qui avait été faite d'un prêtre pour lequel j'avais fait un signalement. Ce prêtre est décédé aujourd'hui, mais le procureur m'avait communiqué le procès-verbal de l'audition faite par les gendarmes
ce qui m'a permis de m'appuyer dessus pour faire moi-même, avec 2 témoins, notaires d'audition, une nouvelle audition dans le cadre du droit canonique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but de ce protocole qui a été signé, de toute la démarche et d'une certaine forme de liberté d'information du parquet, c'est toujours de protéger les victimes, d'empêcher la survenance de faits ou leur répétition. Voilà. Et nous sommes tenus, moi comme évêque, mais tout fidèle de l'Église et responsable de l'Église, nous sommes tenus de tout mettre en œuvre pour empêcher que des abus puissent être commis. Si nous avons connaissance de quoi que ce soit, nous devons en avertir l'autorité diocésaine qui fera alors le nécessaire. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger les victimes. Ça, c'est un devoir. Comment dirais-je ? Après, c'est une œuvre collective que nous devons faire, prendre bien conscience que il en va aussi de la parole de l'Église, enfin de tenir nos engagements. Ça me semble vraiment important. Et en même temps, je crois que la signature de ce protocole, on parlait de protection des victimes, des personnes victimes, je crois aussi que la signature de ce protocole, et c'est pourquoi nous en parlons sur RCF Cœur de Champagne, pour que ceux ou celles qui nous écoutent et qui auraient connaissance ou qui auraient été victimes d'abus ou qui le seraient actuellement, se sentent très libres de venir me rencontrer ou contacter la cellule d'écoute des diocèses de Reims et de Châlons, ou de contacter la cellule d'écoute à la conférence des évêques de France, qui est relayée par Parole de Victimes. Il y a d'ailleurs un numéro d'appel national qui existe, mais parce que il est vraiment important que les personnes victimes prennent conscience que si un signalement, suite à leur témoignage, si je suis amené à faire un signalement au procureur, nous garantissons aussi leur protection et la confidentialité. Nous n'allons pas immédiatement avertir la personne qui serait incriminée, qui serait mise en cause, de façon à ce que la justice, c'est pas l'évêque, à ce que la justice puisse ordonner toutes les procédures d'enquête et d'investigation nécessaires sans qu'il puisse y avoir quelque pression que ce soit ou menace. Ce qui veut dire que si l'on est au courant, on signale, on ne se prend pas pour un procureur. Personne. On ne confronte pas la victime et l'auteur, c'est la dernière des choses à faire. On protège la victime. On va sur le site web chalon.catholique.fr, en bas de la page, il y a toutes les références. Là, c'est l'élu écoute, le numéro d'appel national. Voilà. Et moi-même, comme évêque, je reçois les personnes victimes et toutes les personnes qui souhaitent me parler. Je reçois des courriers, je reçois des personnes, et j'écoute, et j'accueille, et j'accompagne dans la douleur, sachant que nous avons aussi bientôt la perspective de pouvoir les mettre en relation avec l'instance nationale de reconnaissance et de réparation, et donc qui poursuivra ce travail. Ce travail de façon à reconnaître leur statut de personnes victimes et de voir avec elles quelles seraient les modalités d'une réparation qui ne sera jamais totale, bien sûr, devant la gravité des faits, mais qui peut leur permettre de se reconstruire le plus sereinement possible. À toutes les personnes qui se poseraient des questions encore sur le rapport de la SIAZ, je vous rappelle aussi qu'il existe un site web, siaz.fr, sur lequel vous trouverez notamment un résumé, parce que l'intégralité du rapport et de ses annexes, c'est 2500 pages, mais il y a un petit résumé en une 50aine de pages qui permet vraiment de se faire une idée de ce qui a été révélé. Et puis sur le site de l'Église catholique en France, église.catholique.fr, vous aurez le détail de tout ce que la Conférence des évêques de France a entrepris depuis 2016. Voilà. Ce dont nous avons parlé, c'est la suite de la recommandation numéro 29, sachant qu'il y a 45 recommandations. Nous ne sommes pas tenus par l'obligation de toutes les mettre en œuvre, mais nous travaillons toutes ces recommandations. Et là, voilà un point concret d'avancée, en tout cas dans beaucoup de diocèses de France, et même ici à Châlons.